Un chaleureux bonjour dans cette nouvelle séance de guidage de lecture. Nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 8, j'en avais parlé dans la dernière séance. Un chapitre que je trouve très pratique puisque là, Seth va vraiment nous donner des conseils pratico-pratiques sur notre vie quotidienne, notamment par rapport aux phases de sommeil. Voilà. Alors, ce chapitre s'intitule Le sommeil, les rêves et la conscience. De leur côté, c'est leur session 532, le mercredi 27 mai 1970. Il commence à 21h24. Seth dit bonsoir. Robert répond bonsoir Seth. Et il enchaîne directement en disant « La quantité de sommeil dont les gens ont besoin varie énormément et aucune pilule ne permettra jamais de se passer entièrement du sommeil, car un travail capital s'accomplit dans cet état. » Bon, donc d'entrée de jeu, vous voyez le chapitre qui commence directement. Pas de commentaire particulier pour Seth. Il entame directement son sujet en parlant donc de cette quantité de sommeil. Donc, premier élément, chacun a un besoin différent en quantité de sommeil, mais, dit-il, jamais rien, aucune pilule, mais je pense au sens large, jamais rien ne pourra remplacer l'absence complète de sommeil. Nous avons absolument besoin de dormir. Vous voyez que c'est assez cohérent avec le chapitre précédent dans lequel Seth indiquait il a parlé régulièrement de plusieurs phases de sommeil en disant que c'était des moments où on se reconnectait à notre moi profond. Et il disait également que c'était un moment donné de régénération, je crois, il me semble qu'il y avait ce terme-là. Différentes parties de notre moi se régénéraient, il me semble. En tout cas, c'est le mot qui me reste en tête. Bon, je vais pas forcément le retrouver rapidement. Mais voilà, il disait en tout cas que c'était une étape qui était importante, alors pour différentes raisons, puisqu'on vivait différentes un peu vies parallèles, on va dire, pendant ce temps-là. Là, dans ce chapitre, il nous dit qu'il est important, ce qui fait qu'il est vital. Il termine donc sa phrase, effectivement, en justifiant cet élément, en disant « Un travail capital s'accomplit dans cet état ». Mais, poursuit-il, le sommeil serait plus efficace s'il était réparti sur 2 périodes au lieu d'une seule. Seth nous propose donc de faire au moins une nuit et une sieste, ou une période, en tout cas une deuxième période de sommeil. Le sommeil est ultra important, mais il serait plus efficace, dit-il, sur 2 périodes, au lieu de ce qu'on fait habituellement, une seule nuit. Ça, c'est son premier paragraphe pour introduire son sujet. À partir de là, alors je vais effectivement prendre les notes en parallèle. Je vous avais dit que j'allais essayer de faire une synthèse. Alors je sais pas, je pense que ce sera plutôt à la fin du chapitre. Ce sera peut-être plus simple. Bon, je vais voir un peu quelle forme ça peut prendre, de voir les différents éléments qu'il cite en tout cas. Le premier, c'est que le sommeil est plus efficace, est indispensable déjà, premier élément, et qu'il serait plus efficace réparti sur 2 périodes au lieu d'une seule. Il dit dans le paragraphe suivant, qui va préciser, que 2 cycles de 3 heures de sommeil suffisent amplement si l'on se donne, avant de s'endormir, des suggestions adéquates pour assurer au corps une récupération complète. Donc avec un certain état d'esprit, un certain exercice à mettre en place, il dit que 2 cycles de 3 heures de sommeil suffisent
par 24 heures, hein, moi c'est ce que il ne le dit pas, mais là il parle de temps de sommeil dans la journée, donc a priori par 24 heures, 2 cycles de 3 heures de sommeil suffisent amplement, mais effectivement, voilà, si l'on se donne avant de s'endormir des suggestions adéquates pour assurer au corps une récupération complète. Il y a donc une démarche à faire, un exercice à faire, une expérimentation. C'est donc ne passez pas spontanément comme ça du jour au lendemain à 2 fois 3 heures de sommeil. Vous pourriez arriver à un échec si vous ne connaissez pas déjà les méthodes que SET propose, si vous n'avez pas réussi à construire les bonnes croyances, si vous n'avez pas trouvé les bonnes suggestions à vous faire, si vous n'optimisez pas quelque part le temps de sommeil avec des bonnes suggestions. Voilà, c'est ça qui est dit dans ce chapitre-là, mais c'est quand même étonnant de se dire, au lieu de dormir, 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 2 fois 3 heures, déjà, donc 6 heures au total suffisent, avec la bonne méthode, et surtout donc réparties. Et c'est là où effectivement, on va être un petit peu confronté avec notre vie en société. Parce que réussir à caser 3 heures de sommeil dans la journée, c'est pas forcément évident. Ça dépend de son rythme. Bon, en tout cas, voilà le premier élément qu'il nous donne. Il continue en disant, la plupart du temps, dormir 10 heures de suite est contre-productif. Là, c'est très clair. La plupart du temps. Donc, vous voyez que les phrases de Seth sont quand même à la fois précises et mettent toujours un doute, dans le sens où il va parler en généralité. Je pense que à chaque fois, en fait, le principe est que chacun crée sa réalité. Chacun a donc ses propres croyances, son propre système qu'il a mis en place, plus ou moins éloigné du fonctionnement des croyances collectives. Et que, avec justement ce fonctionnement individuel, il s'interdit en tout cas de donner une règle unique qui marcherait pour tout le monde. Et moi, c'est ça que je retiens et que j'applique dans ma vie. C'est que des personnes qui vendent des sortes de recettes un peu miracles, uniques, faites ça et voilà, le monde entier, ça va marcher vraiment pour tout le monde. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas parce que chacun a son propre psychisme, a son propre fonctionnement, a son propre corps, a son propre ce qu'il a mis en place au début de sa vie. Et on part déjà tous avec un début de vie différent. On a tous des objectifs différents, on crée tous une vie différente. Et je ne vois pas la raison pour laquelle on pourrait trouver une chose, un conseil unique qui peut marcher pour autant de personnes qui sont toutes différentes et qui sont en train d'expérimenter quelque chose de différent. Donc Seth a au moins la prudence de ne pas donner d'éléments, en tout cas en termes de conseils de vie, vraiment péremptoire, catégorique, figé. Il rajoute en général au moins une petite phrase dans la plupart des cas, en général, pour la plupart des gens, souvent, ou des choses comme ça. Donc ça peut également perturber parce qu'on dit, du coup, c'est pas tout le temps vrai. Non, ce n'est pas tout le temps vrai parce que vous êtes unique. De toute manière, Seth le répète aussi depuis le début, prenez ce que vous sentez bon dans ce qu'il dit, et puis ce qui ne vous parle pas, c'est simple, vous le mettez de côté, c'est aussi simple que ça. Plusieurs fois, même avec Jen et Robert,
au début, il leur donnait beaucoup enfin au début non, même très longtemps après, il leur a tout le temps donné des conseils. Il a tout le temps dit à Jen, ce serait mieux d'arrêter de fumer. Et elle n'a jamais arrêté de fumer. Alors elle a peut-être fait des petites pauses, je sais pas exactement, mais en tout cas, elle a fumé. À un moment donné, il leur a conseillé, dans leur premier appartement, il me semble, de mettre la tête du lit au nord. Et ils ont dit, bah non, c'est pas pratique, je sais plus quoi, on aura les pieds vers la fenêtre, ou bon, je sais plus, voilà. Ils ont dit non, voilà, la pièce est trop petite, on peut pas organiser comme on veut, donc non, on va garder comme c'était. Et puis, point barre. Seth, des fois, le rappelle une fois, et puis, voilà, il laisse tomber. Donc, à la fois, on a cette qualité, ces propositions qui sont faites régulièrement, des petits éléments, mais qui sont proposés dans un cadre donné, qui ont une valeur dans un cadre donné. Beaucoup de conseils qu'il a donnés à Jen et Robert, je pense, ne s'appliquent pas à tout le monde, parce que voilà, ce sont des êtres uniques. Du coup, la meilleure manière, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire de vous faire confiance. De manière générale, je pense que c'est ce que Seth aussi nous invite à faire. Peut-être d'écouter une proposition en disant bah, oui, non, pourquoi, voilà, d'essayer de voir dans votre vie qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ou pas. Mais de toute façon, il n'y aura jamais de règles imposées, il n'y aura jamais de... Enfin, ouais, de toute façon, vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, de vous faire confiance en tout cas sur ce qui vous semble correct. Et les choses avec lesquelles vous pouvez suivre une proposition, mais l'adapter à votre manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de... C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a une proposition qui vous intéresse, mais dans votre vie, actuellement, vous ne pouvez pas la mettre complètement en place. Eh bien, vous voyez comment vous pouvez la mettre en place pour que ça vous convienne le mieux dans votre cadre de vie. Voilà. C'était un petit peu un peu en préambule aussi de ce paragraphe. Parce qu'il va donner plein de petites phrases comme ça, plein de propositions. J'allais dire presque qu'ils peuvent se contredire un petit peu. En tout cas, il va faire des variantes de propositions. Et le principal, c'est de voir de manière concrète dans notre vie qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, 2 cycles de 3 heures, c'était ce qu'il proposait à la base. Il nous dit, dormir 10 heures de suite est contre-productif la plupart du temps. Donc moi j'entends la plupart du temps, ça veut peut-être dire aussi quelqu'un en bonne santé, qui n'a pas besoin de se régénérer outre mesure, qui a un rythme de vie classique, je dirais. Et donc, 10 heures de suite, c'est trop. Contre-productif, c'est-à-dire que les ajouts d'heures de sommeil au-delà de 8-9 heures rajoutent du sommeil. Moi, là, je vous dis voilà, une expérience que j'ai vécue dans ma vie, à une période de ma vie, mais c'était quand j'étais assez jeune, vers les 25 ans. Il se trouve que mon travail était juste à côté de la maison. Je commençais, je sais plus, 8h30, 9h, ouais, 9h peut-être. Donc on avait pris un rythme avec ma compagne à l'époque, vraiment, voilà, le soir, on se couchait à 10h30, 11h. On se levait 8h, 8h30. Et cette période-là, ma vie, je sais pas, j'étais tout le temps un peu fatigué. J'étais fatigué le midi, le matin, j'étais pas en forme. Voilà, donc je me suis un peu posé des questions, quoi. Est-ce que c'est ce que je mange? Est-ce que c'est mon rythme? Est-ce que c'est juste mon énergie? Voilà, donc j'ai un peu cherché comme ça. Et je sais plus exactement comment j'ai trouvé mon rythme, je dirais. Alors c'était peut-être quand on s'est séparés, mais c'était peut-être avant. Je sais que déjà, ce que j'ai mis en place naturellement, c'est de sauter un repas une fois par semaine. Parce que, voilà, en fin de semaine, je me retrouvais, je sais pas, j'ai l'impression de trop manger, alors que c'était pas forcément les volumes, mais 3 repas par jour. Il y a un moment donné, je me sentais un peu lourd.
Et voilà, je sautais un repas au moins, souvent le week-end. Et puis je m'obligeais moi à mettre un réveil le week-end. En fait, j'ai commencé à mettre, enfin tous les jours en fait, à me réveiller un peu à la même heure, de garder le rythme, de pas me décaler. Voilà, le samedi soir de se coucher à 2 heures du matin, le dimanche matin tout décalé. Puis voilà, du coup le lundi c'était compliqué. Donc je me suis dit, bah de toute façon, le principal c'est de bien dormir. Donc oui, si je me couche un peu tard le vendredi soir ou le samedi soir, je peux me lever 1 heure ou 2 plus tard, mais pas de faire des grasses matinées jusqu'à point d'heure. Donc en tout cas, là les 10 heures, je devais les avoir hein, dans sa proposition, mais régulièrement, c'est-à-dire tous les soirs de la semaine. Et vraiment, j'étais pas bien. Et donc, finalement, en enlevant du temps de sommeil, en me levant plus tôt, en trouvant un rythme où finalement c'était un peu tous les jours je me levais, puis comme ça j'avais 1 heure ou 2 avant que ma compagne se levait. Et ben voilà, je faisais des petites choses pour moi, je pouvais prendre le temps de lire, je faisais de la peinture, c'était un petit temps aussi pour moi, tranquillement, je me réveillais à mon rythme. Là, c'était même avant de découvrir le yoga, mais c'est vrai que je prenais des petits temps aussi, je veux dire peut-être, oui, j'allais dire de méditation, non. De laisser en tout cas un petit peu le cerveau en roue libre. C'était pas exactement la méditation, mais voilà. En tout cas, un temps où j'étais plus à l'écoute de mon corps, de ce dont il avait besoin, simplement. Et j'ai vraiment ressenti plus d'énergie, j'étais plus dans mon rythme. Donc voilà, c'était juste une expérience. Donc, et c'est vrai que j'ai retrouvé, donc des 20, 30 ans plus tard, hein, je retrouve ces indications-là, de 7. Oui, 30 ans, donc pas 30 ans plus tard, 20 ans. Plus de 20 ans plus tard. Effectivement, voilà, moi ça me parle par rapport à ce que j'ai vécu vraiment dans mon corps, et je me souviens vraiment de cette période-là, voilà, de traîner les pieds le matin, d'être fatigué un peu toute la journée, le soir de m'effondrer. Il n'y avait pas de raison, parce que je dormais largement, voire trop du coup. Une si longue période de sommeil, donc c'est le commentaire de 7, entraîne une léthargie. Eh bien voilà, c'est exactement ce que je ressentais à l'époque. Une si longue période de sommeil, donc 10 heures de sommeil d'affilée, entraîne une léthargie aussi bien physique que mentale. L'esprit, dit-il, est resté trop longtemps loin du corps et la flexibilité musculaire s'en ressent. Donc là, c'est intéressant parce que il y a effectivement deux plans sur lesquels le sommeil va jouer sur nous. Le premier, c'est le fait que le mental, on avait vu ça dans le chapitre précédent, il y a au moins plusieurs phases de sommeil où l'esprit est complètement sorti du corps. Voilà. La psyché, notre conscience, appelez-le comme vous voulez, n'est plus focalisée sur notre corps, elle est en train d'expérimenter d'autres réalités. Peut-être qu'on n'a plus du tout conscience de notre corps, en tout cas, oui, la notion de focaliser, moi ça me plaît bien, parce que ça veut dire que, voilà, s'il y a une urgence, je dirais, notre corps n'est pas laissé complètement sans surveillance. Je pense que s'il y a une urgence, il y a une alerte qui fait que notre conscience peut revenir. Je pense que d'ailleurs on expérimente ça quand on a des réveils un peu en sursaut. Il y a des moments comme ça où on est un peu désorienté. Le réveil sonne, ou voilà, un réveil en sursaut la nuit, ou un bruit, quelque chose qui nous réveille en sursaut. Il y a un petit moment, c'est quoi, je suis où, qu'est-ce que c'est? Il faut quelques secondes pour... ah oui, je suis là, si ça, il s'est passé ça, je suis là... voilà, remettre un petit peu où je suis, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, oui, surtout où je suis, enfin, voilà, quelle temporalité, quel espace. Moi, je visualise ça comme si c'était vraiment, voilà, la conscience qui, pouf, d'un coup, qui devait revenir dans le corps, et qui reprend ses marques. Il faut un petit temps pour se recaler par rapport à la réalité physique. Donc oui, moi en tout cas, ça me parle de me dire j'étais complètement ailleurs, dans d'autres réalités, en train d'expérimenter autre chose. Ma conscience était focalisée ailleurs.
Et donc elle oubliait, comme le reste du temps, on est focalisé sur la réalité physique, on oublie la réalité au sens large. Eh bien, c'est pareil. Dans le rêve, on est complètement, quasiment, ailleurs. L'esprit étant resté très longtemps loin du corps, trop longtemps, si on comprend 7, quand il parle de contre-productif, 10 heures, le corps quasiment sans conscience. Vous voyez que c'est quand même des périodes, on a des périodes où on se réveille un petit peu, on se réendort, on se réveille, on se rendort. Mais cette succession de phases où on est plutôt éloigné du corps n'est pas bonne pour lui. Voilà, une sorte de léthargie, il dit, léthargie mentale. L'autre aspect qu'il cite, c'est le corps, l'aspect physique. Les muscles n'ont pas travaillé, ou quasiment pas travaillé. Voilà, c'est comme un élastique, vraiment. Un élastique qui est froid, vous le mettez dehors quand il gèle, vous tirez dessus, il va casser tout de suite. Vous le chauffez, et il va retrouver une certaine élasticité. Plus c'est chaud, quelque part, alors il y a peut-être une limite physique, là je ne connais pas exactement, mais en tout cas, dans une certaine mesure raisonnable, un élastique chaud, en tout cas, va être plus élastique, plus fonctionnel. Un muscle est là à la fois pour pouvoir se contracter, mais pour pouvoir se relâcher. C'est-à-dire que si je fais ce mouvement-là, il y a un muscle qui se contracte, il y a l'autre derrière qui se relâche. Si derrière il est tendu, ça va gêner mon mouvement, tout simplement. Ça retient. Donc mes mouvements seront plus raides. Il y a les muscles, il y a les tendons, il y a tous les gaines qui vont entourer chaque articulation. Voilà, on peut concevoir que le fait de rester longtemps immobile, d'ailleurs les personnes qui sont alitées le savent très bien, en quelques jours, en quelques semaines, si on est à l'hôpital, les muscles fondent, on perd vraiment très très vite ce tonus musculaire qu'on essaie d'entretenir finalement tout le temps. Et là, juste 10 heures sur 24 heures, Seth nous dit que c'est déjà trop. Voilà, c'est un peu trop. Les muscles ont le temps de... Voilà, ils sont restés figés trop longtemps, donc il faut les remettre en route. Ça demande un petit réveil le matin de redémarrer le corps. Donc voilà, ces deux aspects-là, en tout cas, qui se ressentent. Lui, il dit, voilà, la flexibilité musculaire s'en ressent. Flexibilité. Donc c'est bien, voilà, ce côté élastique dont je parlais. La dictée de Jen est plutôt rapide, commente Rob. Jusqu'à la fin de la session. Paragraphe suivant. Alors, deuxième conseil. De même que plusieurs collations légères sont préférables à 3 repas par jour, de courtes siestes sont plus efficaces qu'une longue période de sommeil. Voilà, je vous avais dit, là vraiment dans ce chapitre-là, Seth nous donne vraiment des conseils. C'est très pratique. Plusieurs collations légères sont préférables à 3 repas par jour. Donc de mettre des petits repas intermédiaires, il dit que c'est le terme d'efficace en termes de temps passé par rapport à ce que l'on cherche à obtenir, donc le sommeil pour récupérer de l'énergie, le repas pour se nourrir, donc aussi pour récupérer de l'énergie. Il vaudrait mieux faire des repas plus petits, mais donc répartis un peu dans la journée. Nous sommes bien d'accord que ça n'a rien à voir avec ce qu'on va appeler couramment le grignotage, c'est-à-dire je fais 3 repas complets, j'ai mangé le nombre de calories dont j'ai besoin dans la journée, et je continue à manger entre les repas, éventuellement des choses qui ne sont pas très équilibrées, qui vont être très riches en énergie, ou très grasses, ou peu importe, très sucrées, très... Bon. Je ne crois pas que ce soit ça que Seth nous propose. Les collations légères dont il parle, c'est plutôt comme si en fait je séparais mon repas. Je prends l'entrée à 10 heures, par exemple pour le déjeuner, et puis l'équivalent du plat en volume dans le temps de midi. Et puis pareil dans l'après-midi.
Donc de ne pas changer la qualité de ce que l'on mange en termes d'hygiène et de qualité d'équilibre alimentaire, quoi, je dirais habituel, hein, qui respecte les critères habituels. Et de toute façon, ça reste une croyance aussi. Donc là, je sais pas, voilà, dans quelle mesure on est en capacité de changer ces croyances-là par rapport à notre alimentation. Une petite aparté peut-être par rapport à ça, c'est qu'on voit il y a des personnes qui fument toute leur vie qui ne vont jamais avoir de cancer. Il y a des personnes qui ne fument pas qui vont avoir des cancers des poumons. Il y a des personnes qui vont manger beaucoup et ça disparaît. Enfin, voilà, ça n'a pas de conséquences visibles sur leur corps. Il y a des gens qui mangent globalement assez peu, et voilà, dès qu'ils mangent un petit truc en plus, ils prennent 3 kilos d'un coup. Là, moi, aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, chacun est absolument unique et fonctionne quand c'est dit, vous créez votre réalité, ça fait partie de ça. Hein, il a déjà parlé du corps, de qu'est-ce qu'on fait de notre corps. Et donc, la relation que l'on a avec les objets autour de nous, notamment nos loisirs, notre alimentation, le temps de sommeil, des choses comme ça, c'est quand même très personnel. On a au départ certainement des capacités qui nous sont propres, ce avec quoi nous sommes venus au monde, hein, ce que nous avons choisi pour venir comme corps, avec peut-être éventuellement des fragilités ou des éléments à prendre en compte qui vont nous faire réagir, réfléchir. C'est plus quand il y a une sorte de fragilité, quelque chose sur lequel il faut faire attention parce que ça va nous entraîner une maladie, ça va nous entraîner quelque chose dès qu'on fait un abus dans tel ou tel sens. Et bien c'est autour de ces points-là, surtout, je pense que nous sommes venus réfléchir dans cette vie-là. Hein, que ce soit encore une fois l'alimentation, les habitudes de vie, là je parlais par exemple de la cigarette, voilà, ça peut être d'autres activités bien sûr, le rythme de sommeil. Moi j'avais un collègue au boulot avant, il était tout le temps fatigué, il arrivait le matin fatigué, il avait quoi, 30 ans. Et parce que le soir il n'arrivait pas à s'endormir, parce qu'il était sur l'écran, il regardait l'écran très très tard, du coup il se décalait, il avait du mal à se lever le matin, il arrivait, il était un peu ronchon, enfin voilà, il créait quelque part tout son désagrément de la journée, donc du coup, peut-être, je sais pas, il rentrait, il faisait une sieste, du coup il se réveillait un peu tard, il n'avait pas sommeil, donc il se remettait à regarder, enfin, voilà, on a un rapport particulier avec notre temps, avec nos activités, avec ce qu'on fait tous les jours, et c'est autour de ça, je pense, que nous sommes venus expérimenter, donc c'est notre quotidien que nous devons observer le plus. Qu'est-ce que je fais spontanément tous les jours ? Comment je dors, comment je vis, comment je bouge, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi je suis attiré, quel est mon rythme de vie au quotidien. Est-ce que c'est ça qui me définit ? Non. Je peux le changer. Mais spontanément, si je me laisse aller, je fais quelque chose. Est-ce que c'est bien pour mon corps, pour mon équilibre, pour mon énergie ? Est-ce que ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire, tous mes projets ? Ça, c'est à chacun de réfléchir à ça. Est-ce que ça correspond à l'image que je voudrais avoir de mon corps ? La tonicité, la taille. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une des questions fondamentales dans cette vie-là. C'est au cœur de notre expérience. C'est nous redit régulièrement, quand nous sommes venus expérimenter cette vie-là, cette vie, tout de suite, maintenant, ce que vous êtes en train de faire, est hyper important. Vous êtes en train d'expérimenter, d'apprendre quelque chose, de découvrir une expérience. Et tous les éléments qu'on est en train de voir en font partie. Mais il y a ce vers quoi on va spontanément, comme rythme de vie, et puis peut-être, en y réfléchissant, ce que l'on met en place, qui est différent, mais on sait pourquoi on le met en place, et ça nous amène à peut-être justement aller vers des projets, je vais dire plus grands, c'est un peu pompeux, mais en tout cas, ça nous amène vers des éléments qui comptent pour nous,
peut-être plus que ce qu'on ferait spontanément sans trop réfléchir. Enfin, en se laissant aller. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez clair, en tout cas, dans ma proposition, mais pour résumer vraiment une phrase, il y a ce qu'on fait spontanément, un peu par paresse aussi, en se laissant aller, et puis il y a les éléments qui vraiment compteraient pour nous, et ça peut demander des fois un petit effort. Voilà. Donc là, après nous avoir parlé de ces séances de sommeil, il nous parle de la manière dont on peut manger, en tout cas voilà, en faisant aussi le lien. Il vaut mieux des petits éléments diffusés dans la journée, que ce soit les repas que le sommeil, que des longues périodes. Il continue en disant ce système, donc des petites collations dans la journée et au moins 2 périodes de sommeil, donc avec des siestes, ce système présenterait d'autres avantages. Le moi conscient se souviendrait mieux de ses aventures dans le monde du rêve. Donc d'avoir quelque part, des petites incursions dans le rêve et d'en revenir, d'être réveillé, endormi, réveillé, endormi, nous aiderait à mieux garder en mémoire, à mieux être en contact avec les moments du rêve, qui sont quand même des traces de notre moi profond. Donc sa phrase exacte, c'est le moi conscient, ce dont vous avez conscience là tout de suite, se souviendrait mieux de ses aventures dans le monde du rêve, et termine-t-il, celle-ci viendrait progressivement enrichir la totalité de l'expérience perçue par l'ego. On avait aussi pas mal parlé de l'ego les dernières séances à la fin du chapitre 7. Cet ego, qui est très utile tous les jours dans le monde physique, eh bien, de faire des siestes, de changer ce rythme qu'on peut avoir régulièrement, enfin habituellement, de faire des petites siestes plus courtes, de répartir le sommeil en phases de courtes siestes. Il dit quand même, voilà, courtes siestes sont plus efficaces qu'une longue période de sommeil. Donc de raccourcir les temps, mais de les étaler, permettrait donc cet échange dont Seth nous dit, voilà, entre le rêve et le temps éveillé, et progressivement, ça va faire en sorte que l'ego est mieux connecté, ou reçoit mieux, ou prend en compte mieux les informations qui viennent de notre moi interne quand on est en train de dormir. Viendrait progressivement enrichir la totalité de l'expérience perçue par l'ego. Ce que l'ego prend en compte pour après nous aider à nous guider dans notre vie physique. Donc, ces petites phases de sommeil nous aideraient à mieux rentrer en relation avec la qualité de l'information qui est contenue dans les rêves, de manière à ce que l'ego s'en occupe mieux, le prenne en compte, l'intègre dans son fonctionnement, et pour modifier notre expérience quotidienne. Pour modifier tous les jours ce que vous faites. Encore une fois, je vous dis que c'est vraiment, a priori, quand même la raison de notre venue sur Terre. C'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? C'est pas un grand événement dans notre vie, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait tous les jours, un petit peu. Et c'est ça qui va construire finalement notre vie, notre expérience. Qu'est-ce qui, pour vous, a du sens dans cette vie-là ? Et quel temps vous y consacrez ? Quelle intensité, dirait Seth, dans votre vie, dans votre journée, dans votre semaine, dans l'année, vous consacrez à ce qui, pour vous, vous semble utile, qui a du sens. Le fait simplement, si on entend Seth, en tout cas dans cette proposition, de changer notre rythme de sommeil, va déjà modifier la manière dont notre ego prend en charge notre vie. Ça va faciliter la connexion à notre moi interne, donc a priori faciliter notre cheminement vers les choses qui sont essentielles pour nous.
Je le retraduis à ma manière, mais pour moi, c'est ça que j'entends derrière. Ça va nous remotiver à mettre en place dans notre vie les éléments essentiels. Et a priori, juste avec un changement dans le rythme de sommeil. C'est quand même, ça paraît assez simple à mettre en place dans la vie. On va continuer à regarder, en tout cas, ce qu'il nous propose et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Avec des périodes de sommeil plus courtes, donc là c'est le paragraphe suivant, et plus fréquentes, votre conscience atteindrait des sommets de concentration plus élevés. Donc après avoir expliqué un peu ce qu'il proposait de mettre en place, il y reviendra plus tard après avec des propositions plus concrètes. Là il nous dit finalement qu'est-ce que ça va nous amener de manière concrète dans notre vie. Donc notre conscience atteindrait des sommets de concentration plus élevés. Tous les jours, au quotidien, dans tout ce que vous faites, vous êtes plus concentré, vous êtes plus en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Et continue-t-il, votre activité aussi bien physique que psychique serait régénérée plus régulièrement. Il y aura peut-être plus ces petits coups de pompe, vous savez, vers 11h, parce qu'on a mangé peut-être un peu trop sucré, peut-être voilà, j'ai entendu en tout cas plusieurs fois des gens qui disaient oui, mais ça dépend ce qu'on mange le matin. Si on mange du sucre rapide, confiture, du sucre, voilà, des choses qui nous donnent de l'énergie parce qu'on a l'impression qu'il faut démarrer le matin et lancer la machine. Si on donne un pic comme ça de sucre, il y a un moment donné, une fois que le corps il a traité ce sucre rapide, il met de l'énergie pour le stocker, puis à un moment donné, c'est comme s'il se retrouvait en manque. Un pic va créer après un manque. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et donc ce petit coup de pompe qu'on a en fin de matinée n'existerait plus si on trouvait un rythme. Alors peut-être déjà si on change ce qu'on mange, si on mange différemment, si on prend des petites collations, bien sûr. Vous comprenez que de remanger quelque chose, ça devrait éviter, par exemple, ces coups de pompe. Mais peut-être de trouver un temps. Donc il faut voir, là c'est moi qui m'avance un petit peu, mais c'est vrai que moi spontanément, je fais des réveils, des siestes, où je mets un réveil à 20 minutes. Là aussi, je fais une petite parenthèse, parce que pour essayer d'éclaircir, parce que je crois pas dans le chapitre qui va donner des éléments sur les siestes. S'il va dire à un moment donné, ouais, on peut faire jusqu'à des siestes de 2 heures. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai expérimenté, les siestes, donc après le repas ou à la place du repas, alors, si c'est après le repas, en tout cas, moi, une sieste, quand j'ai dépassé plus d'une demi-heure, après, quand je me lève, je suis nauséeux, barbouillé, voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir digéré, je me lève plus mal qu'avant. Quelque part. Donc mentalement, je me sens complètement endormi pendant, il faut 1 heure pour me réveiller. Le corps un peu tout mou à la traîne. Bon. Donc ce que j'ai expérimenté, si je mange, ou à la place de manger, des fois ça m'arrive aussi parce que j'ai mangé un petit quelque chose vers 11h, par exemple, j'ai pas forcément faim le midi. Donc à ce moment-là, je vais faire une sieste, où vraiment je dors. 20 minutes, voilà, une vingtaine de minutes. Il me faut quelques minutes pour m'endormir, même 5 minutes, mais par contre je sais que je dois arriver à un moment donné où je rêve, et régulièrement je me lève juste avant le réveil. Ou en tout cas, je retrouve, c'est comme si un ordinateur qui se remet en route, ding, ding, les fonctions redémarrent, tac, tac. Je suis encore les yeux fermés, je reprends conscience que je suis en train de dormir. J'ai le temps, sans ouvrir les yeux, de me dire, ah oui, où je suis, quand est-ce qu'on est? Ah oui, c'est ça, j'ai fait une sieste et tout. Et en général, le réveil sonne à ce moment-là. Ou je vérifie, puis il va sonner 30 secondes après. Et là, je me réveille, je suis globalement bien, il me faut juste 5 minutes, peut-être je m'étire un peu. Je prends juste 2-3 minutes pour faire quelques mouvements, respirer. Et je suis opérationnel et c'est reparti. Et même à l'époque où j'étais salarié, je travaillais dans un bureau d'études,
j'essaie de faire, mais vraiment même 5 à 10 minutes après le repas, donc une pause, avec juste les yeux fermés. Assis sur mon fauteuil, les yeux fermés, donc pas dormir, une sorte de... Oui, je sais pas, le mot pompeux de méditation. Bon, en tout cas, une pause active. C'est-à-dire que volontairement, je relâche complètement mon corps, je m'installe de manière la plus confortable possible. Je cherche juste à écouter ce qui s'installe dans mon corps. Voilà, c'est ce que j'appellerais une pause active. Activement, volontairement, je cherche à me relâcher le plus possible. Les yeux fermés, ça me semble vraiment important. Et vraiment 5 minutes, ça peut suffire. 5 ou 10 minutes. Donc, moi, ça, c'est vraiment du vécu. Éventuellement, parce que j'ai commencé par dire si je mange, je fais des pauses courtes. Éventuellement, si je ne mange pas et que je me sens fatigué, que j'ai vraiment mal dormi la nuit, ce qui arrive très rarement, je fais de temps en temps vraiment une sorte de sieste régénérative. Donc ça dépend, je peux faire un mixte, un peu de méditation. Je peux essayer au début de rester en méditation, puis si je m'endors, je m'endors. À ce moment-là, je me mets sur le dos. J'ai essayé d'entraîner mon corps à ne pas s'endormir quand je suis sur le dos, à rester en état de méditation. Donc j'ai plutôt du mal à m'endormir sur le dos, mais ça me régénère peut-être même mieux, je pense. Et là aussi, 10 minutes allongé sur le dos, complètement relâché activement. Là, pour le coup, en méditation, oui, ça me régénère beaucoup. Je retrouve vraiment beaucoup d'énergie. Et je peux m'autoriser, donc à la place d'un repas, à ce moment-là, s'il ne me soit pas bien, de commencer au moins à allonger sur le dos. Et puis soit je m'endors, soit si je sens que je veux poursuivre par un temps plus long, de me retourner sur le côté pour m'endormir. Et là, je peux dormir 1 heure et demie, guère plus. Enfin, j'aime bien mettre un réveil au moins au bout d'1 heure et demie. Et dans ces cas-là, en général, je me réveille plutôt en forme. Donc, il faut atteindre 1 heure et demie à ce moment-là. C'est un peu les réveils intermédiaires, enfin les siestes entre une demi-heure, 1h10, 1h20. Je sais pas, comme une période qui est un peu intermédiaire, moi en tout cas qui me convient pas, mais voilà, je redis, ce ne sont que des exemples, c'est moi, dans mon cas, ce que j'ai mis en place, à quoi je me suis entraîné, qu'est-ce qui fonctionne, ce que j'ai expérimenté, avec mes croyances à moi. Voilà. Donc c'était une parenthèse pour vous donner en tout cas des éléments par rapport à ce que Seth dit, phase de sommeil ou sieste plus courte que ce qu'on peut faire d'habitude. Je vais faire Oui, voilà, j'étais en train d'expliquer en tout cas un paragraphe, mais je vais faire une pause après cet exemple concret. On enchaînera directement, en tout cas, sur la suite de ce même paragraphe. Donc on se retrouve bientôt. Merci de votre écoute et puis donc à très bientôt.